oui, et le premier, il y a que ça, et le second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Mon chasseur alpin préféré, mon compagnon d'armes, c'est l'incommensurable Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va? Bonjour Daniel, bonjour à tous. Eh ben écoute, ça va très bien, ça va très bien. Ce dernier Super Ciné Battle de l'année, en fait, si je ne m'abuse. Alors écoute, officiellement oui, mais officieusement il y aura une surprise. Il y aura un petit... J'ai entendu des rumeurs comme quoi il y aura un petit hors-série, éventuellement. Comme si c'est d'un film dont on refuse toujours de parler. Oui, bon, en même temps, on parle que des films importants, donc tu vois, c'est normal aussi qu'on ne le traite pas. Mais non, ça va bien, ça va bien. Et me dis pas que t'es en vacances. Au moment où on enregistre, non, mais au moment où on sera diffusé, oui. Putain, mais à chaque fois, soit t'en enregistres, putain, mais comment tu fais? C'est pas possible. Ah, mais c'est ça la beauté de l'éducation nationale. Ouais, j'ai l'impression. Si on faisait un petit topo sur nos listes, où on était resté la semaine dernière, puisqu'il y a eu un grand chamboulement dans la tête du classement. Ah oui, le top 10 a été bouleversé. C'est moins bouleversifié. Moins qu'on puisse dire, exactement. Premier, c'est toujours Monty Python Sacré Graal. Deuxième, c'est toujours Dirty Harry. Mais alors, troisième, c'est Baby Cart. Ouais, Baby Cart, tout à fait. Lone Wolf and Cub. Après, on a L'Homme des Hautes Plaines, Clint toujours en bonne position. Lady Snowblood, donc vraiment de la bonne cam des années 70 venue du Japon. Voilà, et juste en dessous, Fureur du Dragon avec un petit inconnu nommé Bruce Lee. Suivi de Rabbi Jacob, un film autrement important pour les arts martiaux. Et en dessous... mais au moins pour le jour du Shabbat, il est très important. Il est très très important, c'est ça. Et en dessous, on retrouve La Femme Scorpion, le Japon toujours en force. Et Drunken Master, l'Asie truste vraiment ce haut du classement. Oui, c'est... Avec un film français perdu. Et après, on a les 3 jours du Condor. Et il faut quand même le mentionner, 11e, le premier... Kurosawa Le premier Kurosawa de la liste, c'est Dersu Uzala. Tout à fait. Et puis juste derrière, il y a Mon nom est personne. Je n'ai rien entendu. Mon nom est personne. On va pas se refaire tous les derniers, mais vous savez que Star Wars Holiday Special est toujours bien mal classé. Un Nouvel Amour de Coccinelle encore plus mal. Bataille des planètes des singes, très très mal. Driller Killer, ton film favori, et avant-dernier, et 45e, c'est Lady Oscar. Le cinéma français représente, une fois de plus. Toujours dans les bons coups. Toujours dans les bons coups. Exactement. Bon alors, pour nous faire parvenir une liste, c'est très simple, c'est 3 films par liste, un titre, parce que c'est bien les titres, ça nous fait bien rigoler, et vous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. On a un gros stock de listes, mais parfois je suis surpris, parfois je pense à un film, je me dis ça serait intéressant de le faire, et on l'a pas, et je pense surtout à on a un film gris-gris, toi et moi. Exactement, ouais. Qu'on s'est découvert, et qui bizarrement n'est pas encore sorti, et je pense qu'il faut mettre un indice. C'est un film gris-gris dont un des personnages majeurs, un des acteurs majeurs, un des gens qui l'a fait, est déjà représenté dans le top tier du classement. Exactement, oui. Voilà, c'est le seul indice qu'on va donner pour l'instant. Ouais, je pense que ça serait bien. C'est quelqu'un qui est déjà bien haut dans notre top 70. Et très important. Oui, voilà, très important. Très important. Et si ça peut aider pour différencier de Miyazaki et des autres, c'est aussi quelqu'un qui est sur plusieurs décennies. Oui, aussi. Et voilà, bon, s'il y a des doublons, on les zappe. Comme vous le savez, on couvre donc en ce moment les années 70 à 79. Donc, écoute, on va pas, sans plus attendre, on va passer aux listes. Qu'est-ce que t'en dis? Bah oui, je pense qu'on est là pour ça. Attaquons. Alors, la première liste qu'on a aujourd'hui, elle nous est envoyée par Max, que tu connais, puisque c'est le réalisateur des Cultissime Tu Total. Ah, Max Donzel, mais merci. Merci pour tout, Max, merci pour ta liste. Merci pour tout, c'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment merci pour tout. Merci pour tout. Écoute, il nous envoie une liste qui s'appelle Bande originale de ma slash fanfic sur Plugin Baby et Cameo Robotics. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une slash fanfic? Oui, j'ai bien peur de savoir ce que c'est. C'est un peu les équivalents des Aoi. Des Yaoi. Voilà. C'est une fanfic où il s'imagine des trucs entre les deux protagonistes. Voilà. Écoute, le premier film de cette liste nous a été extraordinairement demandé dans les listes. C'est évidemment The Rocky Horror Picture Show.
Ah bah oui, forcément, oui, forcément, donc ça va bien dans la thématique. Tu vois, on commence boum. Ah oui, il faut le dire, c'est qu'en général, par épisode, on essaie d'avoir une mini thématique. La dernière fois, c'était Asie et violence. On a une fois où c'était LOL. Je pense que celle-ci sera axée sous le signe du love. On va être explicite en termes de langage. Je pense que... Une fois de plus. N'écoutez pas ça avec vos enfants. Voilà. Donc, Rocky Horror Picture Show. Le Rocky Horror Picture Show, c'est un film qui est très, très intéressant pour ce qu'il propose, mais aussi pour la place qu'il occupe dans l'histoire du cinéma. Parce que globalement, le Rocky Horror Picture Show, c'est un hommage parodique / comédie musicale du film de série B, du film d'horreur. Donc l'histoire, ça démarre en fait, c'est un couple bien sous tout rapport qui lors de leur voyage se retrouve en panne et se retrouve hébergé dans un château un peu étrange, et ce château est peuplé de gens qui sont plus étranges que le château eux-mêmes, et tout va partir sur des délires sur la sexualité, sur le cuir, beaucoup de cuir, beaucoup de fouet, des choses comme ça, et c'est drôle. Et c'est super drôle. Il faut pas croire que c'est un film dramatique. Non, c'est justement c'est hilarant. C'est super drôle. C'est en plus pour l'époque, enfin c'est super osé, parce que voilà, enfin le personnage référentiel quand même du du film, c'est un transsexuel, ou en tout cas, enfin il est pas transsexuel, mais en tout cas c'est un transformiste avec voilà l'effet salaire, des barésies, des trucs comme ça. Enfin voilà, il y a toute une iconographie qui d'ailleurs a perduré pendant toutes les années suivantes, et qui a joué sur le rôle un peu de rassembleur du film, puisque le film est devenu en fait avec le temps un tel phénomène que les gens se réunissaient pour le voir, et sous Rocky Horror Picture Show est né le phénomène dit de culte, c'est-à-dire pas forcément exactement adulé par des millions de gens, mais adulé par une frange de gens, fanatique, par littéralement une minorité d'activistes, et c'est ça d'où vient le mot culte, et qui a été vraiment utilisé à tort et à travers, et c'est des gens qui se réunissaient dans des groupuscules qui étaient bien entre eux, qui étaient pas confrontés au regard des autres, et qui pouvaient être eux-mêmes, et c'est aussi ça le message que véhicule le film. Voilà, exactement, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Enfin voilà, là où c'est important, ça fait partie de toutes ces vagues, ce qu'on a appelé les midnight movies, c'est-à-dire ces films un peu bizarres, un peu déviants, où on savait pas trop quoi faire, qui étaient programmés tard le soir dans les cinémas américains. Alors au début, ça a commencé sur la côte est, puis après ça s'est répandu, et qui, au fur et à mesure, un certain public en recherche voilà, justement de films un peu différents, un peu étranges, etc., ont commencé à s'approprier. Et voilà, est né donc le phénomène de culte. Et le Rocky Horror Picture Show, je vous conseille d'aller voir une séance du Rocky Horror Picture Show. Je sais plus dans quel cinéma c'est à Paris, c'est le Studio Galande. C'est le Studio Galande, voilà. D'aller voir. J'ai reçu une liste justement, genre d'un auditeur qui aussi anime, qui fait les samedis soirs du Studio Galande. Et il propose d'ailleurs, si vous voulez aller boire un verre après la séance, il propose discuter avec le Brad de la séance. Voilà. Voilà, exactement. Donc parce que tout le monde est déguisé, ça chante, ça refait les dialogues, ça se marre. Enfin, c'est assez surréaliste en fait de voir ça, de vivre ça, littéralement. Et le savais-tu, c'est comme ça que j'ai vu le film pour la première fois. Je devais avoir 4 ou 5 ans. La vache, ça devait être très impressionnant du coup. C'est ma nounou qui s'appelait Gina, qui était une américaine, et elle m'a emmené voir ces trucs, et tu sais, j'imagine, en plus, début des années 80, ça devait sentir bien la bœuf, oui, ça devait être un autre monde, quoi. Et mes parents ne souhaitent, genre, non, vous pouvez le prendre, pas de problème. J'ai eu beaucoup de séances très extrêmes de cinéma très très tôt, et je crois que le fait que je m'en souvienne très très peu aide un petit peu à augmenter le mythe de ce film. Où est-ce qu'on va le classer? Parce que c'est un film phénomène, et c'est aussi un film que j'adore. Moi, c'est un film que j'aime bien aussi. Alors c'est pas forcément. C'est un film que j'adorerais revoir avec d'autres gens. Voilà, c'est pas forcément dans mes films cultes personnels, mais c'est un film qui a plein d'énergie, puis il y a plein de moments complètement déjantés. Enfin, il y a un truc, tu sais, justement, c'est ce qu'on disait, c'est à ce côté cinéma en liberté. Qui fonctionne vraiment super bien. C'est vraiment un film qui est chouette à voir et à s'approprier aussi. Ouais. Moi, en fait, il y a des seuils sous lesquels je peux pas voir ce film, en fait. Dis-moi.
moi, moi, je le mettrais en dessous d'un éléphant, ça trompe énormément, personnellement. Ah non, je le mets au-dessus. Tu mettrais où, du coup? Juste au-dessous du Mon nom et personne. Est-ce qu'on peut le mettre juste au-dessus? Tu veux descendre d'un cran Mon nom et Ouais. personne? Ouais. Écoute, j'accepte. Tout le monde sait à quel point j'adore Mon nom et personne, mais je te le donne, pas de problème. Parce que quand même, entre les deux, je préfère Rocky Horror Picture Show. Bah écoute, Rocky Horror Picture Show devient le 12e. 12e. Voilà. Ce qui est une très bonne place parce qu'il est juste en dessous de Kurosawa. C'est ce que je veux dire. Il tutoie Kurosawa. C'est quand même pas rien. Et Mon nom et personne qui est quand même un film extraordinaire. Mais encore une fois, c'est un film tu ne peux pas l'apprécier en DVD chez toi. Enfin, c'est-à-dire, tu perds l'expérience filmique. C'est pas pareil, et puis surtout, voilà, tu passes à côté d'une dimension qui, pour le coup, a complètement dépassé le film lui-même, quoi. C'est vraiment, pour le coup, quand on parle souvent de films auxquels on tient à cœur ou d'objets culturels, là, c'est vraiment un phénomène culturel en soi assez unique en plus. Enfin, ils sont pas nombreux les films à provoquer ça. Bah ouais, et ouais, vraiment, allez-y, c'est Studio Galande à Paris, allez-y, et ça passe le samedi soir. Ouais, tous les samedis soirs. Ouais. Et il y a des troupes qui font l'anime et tout. Et donc, vous aurez un auditeur vous aurez le Brad de la séance. Voilà. Et c'est Kiki, un auditeur. Et il doit avoir une liste. Je suis désolé de pas avoir pris sa liste, mais bon, en même temps, on va être chargé niveau liste love. Deuxième film de la liste de Max, c'est Pink Flamingos. Ah oui, Pink Flamingos de John Waters. Là aussi, Pink Flamingos et John Waters, de toute façon, d'une manière générale. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un réalisateur qui a passé toute sa carrière à filmer des gens bizarres, les marginaux, les choses comme ça, et le film avec une folie. Enfin, littéralement, le cinéma de Waters, c'est un cinéma qui est complètement fêlé, qui part dans tous les sens. Pink Flamingos, c'est peut-être l'un de ses films les plus emblématiques. Il est vraiment, il est transgressif, quoi, même carrément. Oui, il est complètement. Parce que les personnages qu'il représente, c'est un film qui a ouvert le monde sur la culture des drag queens. Sur la culture des drag queens, sur tout ce qui est homosexualité au sens large, les pratiques sexuelles un peu bizarres, considérées comme bizarres en fait, parce que ne sont pas plus que ça. Il faut voir que c'est un cinéma très réactif du début des 70, pour moi, c'est le nouvel Hollywood, quoi. C'est des gens qui s'extériorisent du modèle du cinéma qu'ils ont eu dans les années 60. Voilà, et c'est un cinéma studio, et John Waters, il fait tout lui-même, quoi. C'est un film, c'est un vrai film militant. Mais c'est aussi un vrai film barré, dérangé, effectivement. C'est le credo de ce film-là, enfin John Waters et de ce film-là en particulier, c'est de prendre tout ce qui fait les bases de la société américaine de cette époque-là et de les faire sauter à la dynamite. Voilà, c'est les codes d'autocensure du cinéma américain est tombé, la production commence à se libérer du côté d'Hollywood, etc. Enfin, c'est le moment de tout faire péter et Pink Flamingos, c'est ça. On va envoyer chier tout ce qui fait les bases entre guillemets normales de cette Amérique-là. Et c'est un film qui, bon, aujourd'hui tu le regarderais, tu te demanderais qu'est-ce qui se passe, mais c'est un film qui a été longtemps interdit. Il y a des États où il était interdit. Enfin, vraiment, c'était vraiment la naissance de la contre-culture qui a été déjà préfigurée, je pense, par Easy Rider. Oui, bien sûr. Le point de départ, c'est Easy Rider. De toute façon, de tout ça, c'est... Voilà, Easy Rider a vraiment lancé le pas. Et de cette contre-culture et de cette rébellion contre le Hollywood tel qu'on le connaissait, quoi. Je pense que Nouvelle Hollywood, c'est un concept sur lequel on n'est pas assez revenu, mais qu'on va développer au fur et à mesure de... Oui, tout à fait. Mais c'est ce qui rend aussi, d'ailleurs, cette période tellement géniale et tellement intéressante. Tellement vive, ouais. Et pour cette raison, Pink Flamingos est vraiment... Et en plus, c'est vraiment un chouette film, quoi. C'est un film qui est poignant, quoi. Oui, c'est vraiment un film qui, en plus, il y a vraiment à la fois un propos et une mise en scène. Enfin, il y a un truc tu t'y crois finalement, le parcours de Divine, hein, c'est le nom du personnage principal. Divine, qui est Babs Johnson, ouais. Voilà, exactement. Tu t'accroches à ce personnage et à ce qu'il vit, et ça fonctionne vraiment super bien. Il y a un truc qui est important, c'est que les situations qu'ils jouent sont aussi sans doute des situations qu'ils ont vécues eux-mêmes. Vis-à-vis de leur famille, leurs parents, enfin tu vois, tu sens le vécu, et c'est ça qui est important
je pense, dans la culture drag queen, c'est que c'est quelque chose qui puise dans leur propre expérience et Ouais, dans ouais. le propre rejet de la société Et justement, qu'ils opposent, que la société leur oppose, quoi. et justement, c'est super important ce que tu dis, parce qu'aussi, Pink Flamingos, ça fait partie pour moi des films qui prouvent que t'as pas besoin de faire du cinéma, entre guillemets, vrai, pour dire des vérités avec ton film. C'est-à-dire que t'as des vrais parties pris de mise en scène. Tu sais, c'est pas un film qui filme le vrai en essayant de faire le moins possible. Au contraire, il en fait des tonnes, et pourtant, comme tu disais, tu sens qu'il y a une vraie sincérité, un vrai raccord à la réalité, et c'est pour moi toute la puissance de la mise en scène même, et qui fait que t'as tellement de films qui sont dans la passe parce que, sous prétexte que c'est vrai ou que c'est des personnages qui ont vraiment existé, on va faire une mise en scène toute plate qui se voit pas. Bah non. Pour ces raisons, je pense qu'on va quand même mettre Pink Flamingos assez haut, même s'il y a des passages de dégustation de caca. Alors, Mais en même temps, je connais des gens très portés là-dessus. Comme on dit, tant que t'as pas goûté, tu peux pas savoir. Hein. C'est vrai, et je ne juge pas. Voilà. C'est vrai que c'est un film qui a été classé X presque, en fait. Bah oui, de toute façon, oui, il était interdit, interdit quoi. Voilà. Mais il y a du sexe, je veux dire, s'il y a du sexe qui n'est pas simulé, à mon avis. Oui, je pense qu'effectivement. Je suppute qu'ils sont allés au bout du truc. Je pense qu'effectivement, vu le projet, ce n'était pas complètement du cinéma. Où est-ce qu'on va le mettre? Est-ce qu'on va le mettre au-dessus de Combat sans code d'honneur? Paf. À titre personnel, je préfère voir Combat sans code d'honneur. Oui, t'as toujours ce côté. Bah, c'est ça le problème qu'on va avoir tout le long. C'est comment tous ces films qu'on aime, comment est-ce qu'on va les classer? Tu vois, à titre personnel, je préfère regarder le Combat sans code d'honneur. Après, le Combat sans code d'honneur est peut-être moins important pour l'histoire du cinéma, mais je le préfère en tant que film. D'accord. Au-dessus du Magnifique, ça te va? Ouais, très bien, très bon choix. Et le troisième film de la liste de Max est La Cage aux Folles. Ah bah oui, La Cage aux Folles. Je comprends qu'ils puissent nous imaginer ensemble dans La Cage aux Folles. Exactement. La Cage aux Folles, là aussi, film culte de Molinaro. De Molinaro. C'est d'après une pièce de Poiret. Oui, tout à fait. D'ailleurs, avec notre ami devant l'éternel, Michel Serrault, qui dans le rôle de Zaza Napoli, qui va devenir en fait l'une des plus grandes, si c'est la plus grande icône gay, en tout cas au point de vue du grand public, aux yeux du grand public, c'est ce personnage-là de Zaza Napoli, justement la folle du titre. Puisqu'il est en couple avec le personnage joué par Ugo Tognazzi, qui est Renato. Voilà, qui est Renato, qui est un homosexuel beaucoup plus sobre, alors que Michel Serrault, il est plus qu'exubérant, avec des fringues, des fringues de toutes les couleurs, avec des mimiques, c'est du baroque. Voilà, il est vraiment baroque dans son attitude, dans sa façon de vivre. Et le pitch, c'est que du coup, Renato a une fille, c'est ça, de sa vie d'avant, et qui va devoir qui va vouloir plutôt se marier. Et évidemment, il va falloir cacher le fait que Renato vit avec un homme. Et évidemment, ça va être tout les quiproquos entre ce couple qui vit leur vie et le regard extérieur auquel on essaie de les cacher, quoi. Écoute, moi j'ai un petit problème avec ce film, dans le sens où c'est un film du coup qui a été associé pendant des années à l'homosexualité. Oui, voilà, c'est devenu le cliché, le cliché, voilà, Zaza, de la folle, ouais. De la faux folle, et pendant des années on a eu que ça à la télé comme représentation des homos. Oui, effectivement, c'est un peu le souci, parce qu'en plus, comme on l'a dit, comme le pitch veut que finalement Serrault dissimule qu'il est derrière le personnage d'une femme, forcément, du coup, ce côté homosexuel égale tapette va se renforcer dans l'inconscient collectif, surtout que le film a été un véritable carton. Enfin, voilà, la Cage aux Folles, c'était un gros succès populaire aussi, quoi. Donc forcément, évidemment, ouais, ça va être, comme tu dis, ça va être pendant très longtemps. Zaza Napoli, ça va être l'image des homosexuels d'une manière générale, quoi. Et puis ensuite, ils ont fait La Cage aux Folles 2 et La Cage aux Folles 3, et nous l'envoyez pas, parce que je crois que... toi, tu les as peut-être vus, moi, je les ai vus, mais je n'en ai aucun souvenir. Autant le premier, je m'en souviens bien. Ah ouais, le premier, oui, très très bien. Ouais. Et autant les autres, je les ai vus, mais rien. Sur une musique de Ennio Morricone, quand même. Eh oui, Ennio. C'est un film qu'aujourd'hui, j'aimerais de manière contradictoire. Je l'apprécierais peut-être pour l'expérience des acteurs,
Mais il y a un truc qui me dérange de le revoir aujourd'hui, et c'est terrifiant de te dire ça, parce que ça veut dire aussi une vérité, c'est que on ne juge pas de la même manière un film aujourd'hui que si on l'avait vu il y a 10 ans ou 20 ans, quoi. Oui, puis même on le juge pas avec les mêmes yeux non plus. Enfin moi quand j'ai vu La Cage aux folles, voilà, j'avais pas l'âge d'avoir le moindre recul ou quoi que ce soit. Puis je l'ai pris pour une comédie toute simple en fait. Et c'est curieux parce que je pense qu'en fait c'est dans cet esprit qu'a voulu le faire peut-être Moulinaro, mais que là aussi comme c'était des personnages que tu voyais pas au cinéma et comme c'est un énorme succès populaire, ça a dû échapper à son contrôle aussi à ce niveau-là quoi. Et puis sans parler de l'idéologie après il faut rester caché, quoi. J'ai compris avec le temps que non, c'est pas une bonne chose, quoi, de vivre caché. Oui, après la fin du film, c'est aussi ils finissent par spoiler alert d'un film, voilà. Un film d'il y a 40 ans. D'il y a 40 ans. Et c'est aussi ils finissent par révéler au monde qui ils sont et que voilà que Zaza c'est un homme et qu'il s'aime et que tant pis c'est comme ça et qu'il va falloir faire avec. Mais bon, c'est vrai que cette image a collé au basque pendant trop longtemps sans doute. Et après ça a donné des trucs comme Gérard qui fait les serviettes dans les filles d'à côté, quoi. Dans les filles d'à côté, oui, exactement. Et parce que c'est vraiment l'héritier de ça, quoi. Oui, exactement, ouais. Où est-ce qu'on va mettre ce film qui a d'ailleurs été remaké aux États-Unis, hein, tu le sais. Oui, c'est vrai. Bird's Cage. Ouais, tout à fait. Je l'ai vu en plus. Avec Robin Williams. Ouais, je l'ai vu. Ah écoute. Ouais. Robin Williams qui à l'époque on lui filait plus que des rôles de mecs déguisés en femme, c'était genre c'était ton créneau. Ouais, mais il le faisait bien, hein, ça y a pas à chier. Où est-ce qu'on va mettre ce film? Moi je t'avoue que je regarde. Est-ce que ça va être le début de notre battle? En fait, on a un problème, on vous l'a déjà dit dans cette liste, c'est que on n'a pas de gros milieu, quoi. Avant, on a toujours un milieu de classement. Là, notre milieu de classement. C'est aux alentours de Moonraker quand même, quoi. Et encore, Moonraker, je le voudrais encore avec plaisir, tu le sais. Forcément. Mais par exemple, tu préfères les valseuses ou La Cage aux folles? Je préfère à titre personnel La Cage aux folles, tu vois. Tu vois, par exemple, je mettrais sous Grise. Ok, d'accord. Banco. J'aime bien quand ça se passe facilement. Oui, t'as vu ça? Eh bien écoute, on va remercier Max pour sa liste. Oui, très bonne liste, merci Max. Et là, attention, ça va être liste combo parce que c'est plusieurs films qui nous ont été très demandés et on a décidé d'y aller à fond. Et de vous faire plaisir, c'est ça. Et alors je vous dis un peu les titres des listes, c'est Zone Carré Blanc, qui nous est envoyé par Benoît Tonnelier. Alors pour les plus jeunes, le carré blanc à l'époque c'était le petit symbole qui apparaissait en bas de l'écran pour dire aux enfants ne regardez pas ce film, voilà, mais que tu te couchais pas, tu regardais quand même le film. C'était un peu le principe du carré blanc. Il y a la liste de Baptiste Degas qui est du cul. Merci Baptiste pour le titre de liste. Et la liste de Kayang qui est la liste qui a démocratisé l'excuse. Mais voyons, si j'enregistre M6 chaque dimanche soir, c'est évidemment pour Culture Pub. Et je rajoute au mix hashtag ATME, arrête tu m'excites. Voilà. Et on va commencer cette liste par un film extraordinairement culte et un des plus gros succès d'audience du cinéma français. Incroyable, c'est Emmanuel. Oh purée, oui. Alors Emmanuel, que beaucoup de gens à l'époque connaissaient aussi par la BO ciné Pierre Bachelet. Hein, parce c'est vrai que c'est Pierre Bachelet. Mais oui, il n'a pas fait que la BO des Bronzés font du ski. Et oui, c'est Emmanuel, c'est le film érotique emblématique des années 70. Enfin, c'était un phénomène culturel extraordinaire. C'est adaptation d'un roman et voilà, et tout le monde ne parlait que de ça. Enfin, il y a eu des cinémas qui ont refusé de le parler, de le diffuser. Il y a eu des manifestations. Voilà, c'était le sujet. Il y a eu des classifications, genre est-ce qu'on le classe au moins de 18 et tout ça. Ouais. Alors, honnêtement, si vous avez déjà vu un film porno dans votre vie, c'est très loin de ça. C'est quand même c'est de l'érotique. C'est un film érotique. C'est vraiment voilà. le film érotique dans le sens où il n'y a pas de gros plans sur des parties génitales en train de se chatouiller. Voilà. Il n'y a pas d'acte sexuel. Oui, voilà, c'est ça. C'est du film sur la sensualité, n'est-ce pas, le désir. Et c'est réalisé par Josh Jakin, qui est quand même un vrai cador, qui est toujours qui a une galerie d'art à Paris aujourd'hui et qui a réalisé
réalisé quand même pas mal de films. Bah, il a Histoire d'eau, c'était lui aussi. Et Gwendoline aussi. Et ouais, donc c'est quand même le type effectivement qui a marqué la sexualité au cinéma de ces années-là. Mais c'est la première fois que ça devenait mainstream. Et ah oui, bah, là où justement le truc c'est que c'était diffusé dans les cinémas normaux en fait. Enfin, en tout cas destiné à être diffusé dans les cinémas normaux, parce que comme on l'a dit, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Mais c'était le blockbuster entre guillemets qu'il fallait voir au cinéma français dans cette année. Je sais plus si c'était 74, 75, je sais plus exactement, mais voilà quoi. C'est 74. Voilà, bah, c'était le gros phénomène de l'année quoi. Et le classement X est intervenu plus tard en fait. C'est un des films qui a poussé la classification X. Oui, à réfléchir sur comment celui-là était interdit au moins de 16 ans, voilà. Et alors, attends, j'essaye d'avoir l'audience, mais je crois qu'ils ont fait des millions je crois que c'est 8 millions d'entrées, quoi. Ah oui, non, mais c'était ah voilà, je viens d'avoir le chiffre, c'est 8,894. Ouais, c'était incroyable. Ça veut dire vraiment, ça veut dire qu'il y avait une vraie demande à l'époque, puisque c'est des choses qu'on n'avait pas ni à la télé évidemment, mais au cinéma mainstream. Et faut bien vous imaginer qu'à l'époque il n'y avait pas de cassette vidéo aussi. Oui, et la seule façon effectivement de voir Sylvia Kristel sur son fauteuil en osier, les seins nus, ça c'est culte. Voilà. Ça c'est l'image qu'on retient, c'est l'image culte. C'était de se déplacer au cinéma. Effectivement, il y avait pas aujourd'hui, même toutes les ressources que tu avais pour relâcher la soupape. Donc tu devais aller en salle, et donc t'avais ce côté finalement de jugement social aussi. Enfin, tu sais, c'est genre tu veux au cinéma, ouais, mais je t'ai vu dans un film pour Emmanuel. Enfin, tu sais, c'était vraiment à l'époque ce rapport-là, c'était un acte presque, voilà, c'était un choix de vie que tu devais faire, quoi. Et moi je comprends que tu ailles voir Emmanuel, genre à l'époque t'as rien d'autre, et tout d'un coup t'as un truc qui arrive si frontal. Et alors il y a un truc qu'il faut dire avec Emmanuel, évidemment on a perdu ça de fil, surtout avec la pornographie où il y a très peu de recherche picturale. C'est que c'est un film qui est réalisé par un mec qui est photographe, donc qui est Josh Jekin, et qui a vraiment un vrai œil, quoi. Et c'est vraiment très très bien filmé. Alors ça se passe à Bangkok la plupart du temps. C'est un film qui est vraiment genre très très beau. Il est un peu bête, quoi, un peu bébête aujourd'hui. Oui, un peu, oui, c'est assez limité quand même aussi. Disons il a la pertinence d'une BD de Manhara, tu vois. Il met en exergue des fantasmes et il en fait des scènes. D'ailleurs, il y a une scène il y a une scène de viol aussi dans le film, si je me souviens bien. Oui, c'est possible, je me rappelle plus aussi bien que ça, mais oui, parce que moi ça fait quand même très longtemps, et c'est pas un film dans lequel on revient, parce que l'usage a changé un peu nos habitudes. C'est que l'érotisme on en trouve partout, quoi. Mais à l'époque, oui, ça avait une autre importance, quoi. Ouais, puis surtout, enfin comme dit, c'est un film qui avait marché parce que justement parce qu'il proposait quelque chose à cette époque-là. Mais si tu le regardes aujourd'hui, enfin voilà, tu prends justement, t'en parlais la dernière fois, un Mademoiselle de Park Chan-wook. T'as la sensualité, t'as la sexualité, mais t'as quand même un vrai film derrière. Emmanuel, c'est peut-être moins le cas aussi. Comme t'as plus le choc entre guillemets, comme t'as plus cette libération de la sexualité au cinéma, c'est un film finalement à revoir. Il y a plus tant de substance que ça, quoi. Il a perdu un peu de sa force parce qu'il y a eu ensuite Emmanuel 2, Emmanuel 3, et c'est devenu un véritable... 5 ou 6 au total, enfin... C'est devenu un véritable cliché, quoi. Et ouais, donc c'est un film un peu difficile à juger. Bah écoute, moi, honnêtement, c'est un film que, en tant que film, j'apprécie pas plus que ça. Voilà. Est-ce que tu vas le mettre, alors ? Moi, écoute, je préfère regarder Dark Star que Emmanuel. Ok, sous Dark Star, alors. Mais du coup, c'est un film qui n'en a pas moins d'importance, hein, mais c'est juste que... non, c'est un moment de l'histoire du cinéma français. Exactement, c'est un pan de l'histoire, c'est vraiment ça, c'est vraiment un pan de l'histoire cinématographique, mais c'est pas un film, voilà, non plus très incontournable aujourd'hui. Le film suivant, écoute, ça va être... allez, lequel on fait ? Histoire d'eau. Ah bah voilà, j'en parlais tout à l'heure, donc Histoire d'eau, réalisé aussi par Josh Jekin, ouais. Voilà, et qui est aussi un film érotique qui avait beaucoup marqué à l'époque. Basé aussi sur un bouquin, sur Histoire d'eau, voilà, tout à fait. Qui est l'histoire d'une femme qui s'appelle O, on n'a pas son nom. O. C'est une femme indépendante et tout. Et elle décide de rentrer, elle arrive dans un château en banlieue parisienne, et elle décide elle devient esclave de son plein gré.
C'est ça, c'est en fait c'est le 50 Shades of Grey des années 70. Sauf que c'est 10 fois plus érotique. Voilà. C'est ce que j'allais dire, sauf que c'est un film qui a au moins le mérite, contrairement à 50 Shades of Grey, d'assumer son propos. Et de parler de son sujet. Ouais. Et de parler de son sujet. C'est vraiment la vertu que tu peux lui reconnaître. La première vertu que tu peux lui reconnaître, c'est que voilà, c'est qu'il ne fait pas les choses à moitié, parce que t'as une histoire justement d'esclavage et donc de domination, de souffrance, de plaisir mêlé. Voilà, c'est toute la thématique du film, quoi. Oui, et ça met en scène des relations BDSM bien avant que ça devienne un phénomène de 50 Shades, quoi. Parce que oui, c'était. On est en 75, je crois, un truc comme ça, donc voilà. Oui, c'est un an après, Emmanuel. Tu vois, genre, un an après, ils se sont dit, il y a un truc à faire, là. Les gens, ils veulent du cul, là. Attends, comment ça s'appelle? Ah oui, un filon, c'est ça. Ils ont eu raison, parce que c'est quelque chose que les gens n'avaient pas, quoi. Ils avaient ça soit dans les romans, soit dans les bouquins, enfin, soit dans les BD ou les choses comme ça, mais ils n'avaient pas de vraie offre mainstream de cul. Ouais, et d'ailleurs, justement, Histoire d'eau, plus encore qu'Emmanuel, à mon sens, c'est vraiment le film qui a influencé l'esthétique du porno des années qui vont suivre. Parce que le glam porn, tu veux dire? Le glam porn, tout ce contexte de bourgeoisie parisienne, donc ça suppose de l'argent, mais ça suppose aussi une certaine des habitudes, des manières, des choses comme ça. Enfin, t'as vraiment ce côté porno chic qui va envahir. Enfin, voilà, ouais. Les productions d'Orcel des années 90, c'était vraiment ce credo-là, avec moins de qualité. Voilà. Enfin, je veux dire. Et en plus, on l'a dit, l'œil de Jenkins est un peu supérieur à toute forme de pornographie que j'ai vue à ce jour. Hein. Voilà, bien sûr, évidemment, mais vraiment, c'est le succès de ce film-là, et c'est l'esthétique de ce film-là qui, messieurs, vous a fait user tellement de mouchoirs quand vous étiez adolescent dans les années 90, quoi. Alors, écoute, non, pas pour moi, mais... Et il y a un truc, et surtout sur la même thématique en BDSM, mais c'est pas la même décennie, Belle de jour, je trouve extraordinairement supérieure. Oui, non, c'est sûr. Oui. Belle de jour, oui, genre, elle est sans aucun conteste possible. Là, il y a un petit côté folklore et soupçon d'interdit. Il faut dire que là, ce coup-ci, c'est joué par Corinne Cléry. Et Corinne Cléry qu'on va retrouver dans un film qui est classé dans notre classement, puisque elle est l'aide du méchant de Moonraker. Ah oui, c'est vrai. Elle se fait bouffer par un chien, si je me souviens bien. Donc, le cinéma, c'est un monde tellement petit. Ah bah, Moonraker était une coproduction française, donc du coup... Oui, tout à fait, c'est vrai. Bon, alors où est-ce qu'on va mettre... Je vois tout à fait le personnage, en plus. Okay. Au secours, les chiens. Le film devient très 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 bizarre à ce moment des... Oui, c'est effectivement, c'est le point de pivot de Moonraker, c'est genre tu fais, what? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a aussi ça, et le fait qu'on le met dans une centrifugeuse, et qui peut aller à une vitesse pour tuer des gens. Qui fait une centrifugeuse en se disant, on va faire une vitesse où tu vas mourir? Mais bon, les pièges dans les James Bond, hein, on aura l'occasion d'en revoir quelques-uns, j'espère. D'en reparler, ouais, je pense aussi. Alors, où est-ce qu'on le met, celui-là? Histoire d'eau, où est-ce qu'on le met Moi, je trouve mieux qu'Emmanuel. Pas très haut non plus. Je trouve mieux qu'Emmanuel. Mais je trouve moins bien que Le Grand Bazar. Écoute, ça me va. Je mettrais quand même les valseuses au-dessus. Parce que quand même, les valseuses, il y a quand même des putains de dialogues. Ok, d'accord, go. Et on retrouve quand même John Carpenter qui est coincé entre deux monuments du cinéma érotique. Et je pense que ça ferait plaisir à John Carpenter. Je pense que ça lui ferait plaisir aussi, à mon avis. Et alors, on continue avec la liste de nos camarades. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Vas-y, j'ai hâte. Écoute, on va s'attaquer à l'Empire d'Essence. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, on repasse de l'autre côté du monde. On retourne chez nos amis japonais. L'Empire d'Essence, qui est un film vraiment très particulier, on va dire. Oui, parce que c'est Nagisa Oshima, voilà, qui signe là le film qui d'ailleurs a présenté à Cannes, et c'est d'ailleurs aussi ça qui a fait que c'est devenu un tel scandale, parce que du coup il avait un retentissement international à travers la compétition. Et oui, c'est un film qui pour le coup là est très cru, très cru dans son approche de la sexualité.
Qui, à mon avis, n'est pas simulé et qui n'est pas simulé à l'écran. Ah non, je pense pas non plus. Et c'est un film qui est très bizarre à regarder parce que justement, pour le coup là, t'as des plans sur d'organes génitaux, t'as du sexe non simulé, etc. Mais en même temps, t'as toute une progression dramaturgique derrière. Sur une instabilité psychologique des personnages où ça va aller très très loin et la fin où t'as tout qui se mêle entre la fureur, la violence, le sexe, t'as tout qui se mélange en même temps. C'est pas souvent que tu vois ça, c'est assez. En fait, il y a une escalade de sexualité dans ce film. Une escalade de tout en fait. C'est l'histoire d'une ancienne prostituée qui et son patron. Et ils vont avoir une attirance l'un pour l'autre et puis au fur et à mesure la sexualité va devenir folle, littéralement. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait ils ont un besoin d'aller à chaque fois plus loin. T'as notamment cette fameuse scène avec Bonjour Quicks avec les canards où tu sais plus si t'es dans le viol ou si t'es dans le consentement ou t'as vraiment la spirale du désir sexuel au sens il y a des moments où destructeur quoi. Il y a des moments où c'est clairement des jeux et d'autres moments où t'as un gros doute quoi. Ouais, où les jeux basculent. Mais attention, là c'est du pur cinéma. Il y a pas. Oui, on va le voir ensuite. Il y a d'autres cas de films voilà. dont on va parler. Oui, mais... là, les jeux basculent pour les personnages. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas il y a pas eu sur ce film-là de question de torture d'actrice ou de quoi que ce soit. Mais on parle vraiment du point de vue du personnage. C'est-à-dire qu'effectivement, au bout d'un moment, ils se perdent eux-mêmes dans leurs propres frontières à force de chercher où est-ce qu'elles sont. Ouais, ça va très loin. Moi, je sais pas, le moment où je commence à être, le moment où je me dis waouh, c'est chelou, c'est le moment de l'œuf. Genre, je me dis waouh, là, elle est vraiment. Oui. Alors, les gens qui n'ont pas vu le film et qui écoutent le podcast, ils vont se dire qu'il me parle de canard, il me parle d'œuf. Qu'est-ce que c'est que ce film? Bah écoutez. Non, mais alors pour votre culture, vraiment, si vous avez pas vu. Non, mais en plus, ça vous paraît bizarre quand on vous le dit comme ça, mais ça vous paraîtra tout aussi bizarre en regardant le film. Hein. Ouais. C'est vraiment un film très particulier. Moi, c'est un film que je trouve super intéressant. Genre, passionnant, ouais. Il y a plein de trucs qui dans la façon de raconter cette histoire, dans la façon de mettre en place les personnages, etc. Enfin, il y a un côté vraiment hypnotique et genre c'est un film où t'arrives pas à décoller parce que tu t'es tellement pris dedans. Toi, pour le coup, le spectateur, c'est un film vraiment, j'ai l'impression que t'es un peu otage de ce qui se passe, quoi. Et tu te dis jusqu'où ils vont m'emmener, quoi. C'est à tel point que je pense que le titre original était plus explicite parce que l'Empire d'Essence, on est en train de te vendre la sauce Suzy One, la sauce Suzy One avec ton M et tes sushis menu F, menu Shogun, quoi. Alors que le titre japonais original, c'est Ai no Corrida, la corrida de l'amour. Et je trouve que ça parle beaucoup plus de ce qui est en train de se passer. C'est que c'est une corrida, et littéralement, il y a une mise à mort de la bête. Et n'est pas la bête qui est forcément que vous pensez, si vous l'avez pas vu. Oui, n'est pas la bête, ouais, exactement. C'est, justement aussi, c'est ça, c'est le rôle, parce que t'as ce côté film en costume, avec ce qu'on imagine, du coup, de hiérarchie et de code. Et on voit que finalement, les codes sont pas si bien établis que ça, ou en tout cas, qu'ils vont vaciller au fur et à mesure du récit, quoi. Bah ouais. Du coup, là, je suis en train de réfléchir à où est-ce qu'on va mettre Ai no Corrida dans le classement. Je pense que je le préfère aux deux films sus-mentionnés. Enfin, oui, bien sûr. Non, en plus, pour moi, pour moi, c'est un vrai, c'est un vrai film. Enfin, un vrai film. Voilà. Non, les autres aussi sont des vrais films. C'est juste que là, ça va au-delà de son gimmick de l'époque. C'est un film que tu peux regarder aujourd'hui et qui, aujourd'hui, tu le passerais à Cannes. Il y aurait encore des gens pour te dire, oh là là, putain, c'est. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je crois qu'il a eu il a reçu quelque chose à Cannes. Il a été prix de mise en scène ou quelque chose comme ça. Il est possible qu'il ait eu un prix à Cannes, je me souviens plus je crois, exactement du palmarès. Ouais, mais je crois qu'il a eu quelque chose. Mais en tout cas, il était présent au festival et c'était le scandale, comme on aime bien faire à Cannes. Et effectivement, enfin, les deux autres dont on a parlé, enfin, ils valent surtout pour leur côté défricheur. Je viens de vérifier, c'est l'Empire des Passions qui est le prix de mise en scène. C'est le suivant et le suivant. Tu sens que c'était pour dire bon bah écoute, on a acté.
Oui, c'est ça, ça fait un peu oups, merde. Bon, bah écoute, ce sera pour la prochaine fois. Aujourd'hui, la palme du meilleur vieux est décernée à... Alors, où est-ce qu'on va C'est un mettre peu ça. Où est-ce qu'on va mettre l'Empire des Sens? Un nom de bouquin de Roland Barthes, d'ailleurs. C'est pour ça, ça vient de là. D'accord, ah oui, ok. L'Empire des Sens, l'Empire des Sens. Je trouve ça mieux que les bronzés, excuse-moi. Moi aussi, je trouve ça mieux que les bronzés, je trouve ça mieux que Conversation secrète. Je trouve ça mieux que les Chinois à Paris. Mieux que les Chinois à Paris. Ouais, mais je préfère Délivrance. Je trouve que Délivrance je préfère Délivrance l'Empire des Sens. Putain, je vois L'homme qui voulait être roi, et tu sais quoi, je l'ai revu il y a pas longtemps. Là, je l'ai revu juste après l'enregistrement de l'émission, et putain, quel bon film, putain, qui voulait être roi. C'est extraordinaire. Tu vois, je te l'accorde. tu vois, là, je t'avais dit. Hein. Donc, tu mettrais l'Empire des Sens sous Pink Flamingos, quand même. Ouais, parce que j'ai... Bizarrement, il y a une espèce d'affection pour Pink Flamingos, quoi. Ah non, bien sûr. J'aime bien le côté punk de Waters. Écoute, qu'est-ce que tu proposes? Ou alors on peut... Moi, je proposais de le mettre juste sous Délivrance, mais après, bon, si tu le mets juste au-dessus, des Chinois à Paris, ça ne dérange pas non plus. Je vais mettre au-dessus des Chinois à Paris, voilà, ça te va? Ok, écoute, je te le laisse. Bon, c'est pas énorme. C'est pas une énorme différence, c'est comme dit, là, voilà, on n'est pas dans... Écoute, on va continuer sur notre liste commune. Avec toujours un peu sexe. Je crois que ça va être le dernier film de cette liste. Et je pense à nos amis joggers qui doivent avoir du mal à courir actuellement. Et joggeuses. Les derniers... Et il fallait quand même faire tous ces films. Il fallait les faire un petit peu. Si t'en parles pas dans cette décennie, je suis pas content par là. Ouais. Le dernier film de cette liste, c'est Le Dernier Tango à Paris. Ah, alors, Dernier Tango à Paris, donc film de Bernardo Bertolucci. Qui a refait parler de lui il y a pas si longtemps. Il y a pas si longtemps, et justement on va en parler. C'est un film qui est très connu, qui a un certain aura auprès des cinéphiles, etc. Et c'est un film que personnellement je ne supporte pas. Ah putain, Brofist, je déteste ce film. Et pour plusieurs raisons qu'on va expliquer. Enfin, l'idée déjà filmiquement, on va juste s'en tenir filmiquement et après on va... Ah oui, non, bien sûr, mais filmiquement, voilà. Le point de départ du film, c'est Marlon Brando, qui est un personnage qui traîne en fait sa misère dans Paris parce que sa femme est morte et que il sait pas quoi faire de sa vie, et qui va vivre une relation amoureuse avec une jeune femme beaucoup plus jeune que lui, et c'est une relation qui va être placée sous un signe pervers et qui va être toxique, et qui va être plus que toxique. Et déjà ça c'est un point, c'est que le personnage de Marlon Brando ne fait que se plaindre et se lamenter tout le putain de film, alors que tu n'as strictement aucun point d'accroche, t'as aucune empathie pour ce type, et au fur et à mesure, plus ça va et plus il est insupportable. C'est un truc, je ne supporte pas ce putain de personnage, et ce que je supporte encore moins, c'est que à l'époque, Marlon Brando, c'était plus le Marlon des années 60, la superstar beau gosse, etc. Plus personne voulait tourner avec lui, il commençait à grossir, etc. Enfin, il était à l'abandon. Et genre Bertolucci va faire ce film pour redonner redorer le blason finalement de Brando. Et le problème c'est que ça se sent tout le putain de film, c'est-à-dire que il y a plein de trucs d'un point de vue filmique qui ne fonctionnent pas juste parce que on a accordé un caprice à Marlon Brando. Et d'ailleurs, voilà. Je crois que lui-même voulait rien savoir du film, tu sais, parce qu'il était en plein méthode acting. Oui, exactement. Et genre, il refusait de lire le scénario. Et il était en pleine improvisation, et le film, il paraît qu'il a foutu plein d'étiquettes partout avec son texte au fur et à mesure pour être au plus proche de l'action, plus proche du rapport charnel, quoi. Et ça se sent, et ça se sent. T'as ce côté Marlon Brando fait le kéké et le film ne sert au final à rien. Enfin, et il faut le dire, et ça on va venir un peu sur la partie un peu plus polémique. Ce film est né quand même d'un fantasme de Bertolucci. Enfin, je veux dire d'un fantasme commun. Il s'est complètement extériorisé dans Brando. Brando était littéralement devenu son organe, son alter ego, hein, son alter ego. Et bon, et bien sûr, il y a cette fameuse la scène du beurre. Voilà. Et là, écoute, je pense déjà d'un point de vue purement filmique, la scène du beurre, parce que voilà, en fait, arrive à un moment donné, c'est la scène dont tout le monde va vous parler sur ce film, c'est la scène emblématique. Je suis content qu'on ait parlé d'abord du film et de sa
de comment il est réalisé avant d'arriver là-dessus, parce que voilà. Donc c'est la scène emblématique, c'est la scène choc, c'est la scène voilà, c'est le money shot. Donc en fait, à bout d'un moment, la relation devient tellement toxique que Marlon Brando décide de forcer son amante à avoir une relation sexuelle avec lui sans qu'elle soit d'accord. Donc c'est un viol, on est d'accord, et c'est un viol qu'il utilise comme lubrifiant du beurre. Donc déjà, en soi, l'idée est un peu étrange, mais admettons. Mais c'est surtout, il y a un truc d'un point de vue filmique, et ça c'est un truc qui m'avait frappé la première fois que j'ai vu, avant même de connaître la polémique qu'il y a dessous, c'est que elle est complètement à poil, et Marlon Brando, il n'enlève même pas son pantalon. C'est-à-dire que t'as un côté vieux téléfilm érotique de M6 à 4 balles, parce que Marlon Brando refusait qu'il soit à poil devant la caméra parce qu'il n'était pas assez beau. Et ça se voit, c'est-à-dire que la scène est ridicule, c'est-à-dire que t'as ce type qui a encore son pantalon, je sais même pas si tu le vois dégrafer son truc, et qui te mime une scène de viol, et genre tu te dis, mais... Alors, il y a des gens qui aiment pas les scènes de viol, machin, ok, mettons ça de côté, c'est juste, visuellement, c'est ridicule. C'est ridicule alors que c'est censé être un point dramatique du film, etc. C'est la scène qui a valu l'interdiction moins de 18 ans en France de celui-là, parce que justement il a été connu, parce qu'il était banni, et d'un point de vue filmique, c'est nul, c'est ridicule, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, une fois de plus, à cause d'un caprice grotesque de sa star. Et ça résume vraiment tout le film, à mon sens, quoi. Alors toi, tu as résumé l'aspect filmique. Moi, je voilà. veux juste dire on va passer sur l'autre partie. Sur l'aspect idéologique, c'est que Maria Schneider, elle n'était pas prévenue du tout ce qui allait arriver. Et pour avoir, soi-disant, la réaction la plus naturelle possible de ce qui allait lui arriver, ils l'ont pas prévenue et ils ont fait ça en une prise. Il la fout au sol et il lui fait ça. Et ce qui est le truc le plus insultant, c'est que regarde-moi ces deux connards qui se mettent d'accord et en même temps ils font pas confiance à la fille pour bien jouer la scène. Mais c'est de l'acting, tu peux le refaire, tu peux faire 3 prises, 4 prises. Moi c'est ça qui me rend fou, quoi. Si t'as confiance en tes acteurs, et si c'est indispensable à ta scène, tu le refais faire. Mais ça c'est un tel manque de confiance, pour moi, alors évidemment c'est une simulation, mais le traumatisme pour Maria Schneider a été horrible. Oui, elle en a parlé en large et en travers, elle s'en est jamais remise. Hein. Elle s'en est jamais remise, et bon, elle est décédée depuis, mais jusqu'à son dernier souffle, elle a jamais pardonné ni à Brando, ni à Bertolucci, ni à Bertolucci, qui sont agis vraiment comme des vieux connards. Oui, t'as ce côté, ces types-là, en fait, ils complotent pour faire un véritable viol, tout simplement, parce que c'est littéralement ça. Enfin, je veux dire, quand on te fout du beurre dans ton cul sans ton consentement, qui est pas pénétration ou pas, ça reste un viol au sens strict. Complètement. Voilà. Et en plus, déjà filmé, quoi. En plus filmé, et en plus effectivement, comme tu dis, il y a d'un point de vue cinématographique, il y a un véritable problème, c'est-à-dire que le type t'embauche une fille parce qu'elle est actrice, parce que c'est son métier, et au moment de jouer une scène, tu te dis, oh non, je vais pas lui faire confiance, je préfère la violer. Genre, mais comment peux-tu ne pas comprendre à ce point-là ce qu'est le métier d'acteur et ce qu'est littéralement le cinéma et la communication entre acteurs, c'est vraiment non seulement c'est diriger l'acteur c'est ton métier, quoi. Enfin, je veux dire, quand t'es réalisateur, c'est ton métier, c'est à toi de faire ça, et t'as pas à aller lui foutre du beurre dans le cul sans son consentement. Enfin, genre, à quel moment tu méprises le cinéma et les acteurs avec qui tu travailles, qui t'es censé avoir une relation privilégiée, pour avoir recours à des tels moyens, quoi. Enfin, à quel moment? Donc on est rassuré parce que c'est à la fois un film de merde et un film fait par des connards. Oui, non, voilà, c'est ça, c'est que là, pour le coup, c'est parce que soyons honnêtes, on va porter au nu certains films avec des méthodes douteuses chez d'autres réalisateurs. Oui, mais j'en ai, en fait, tu sais quoi, dans l'absolu, j'en ai rien à foutre de si le réalisateur est un connard ou pas, s'il demande 50 fois de refaire la prise ou pas. On a parlé de Shining, etc., où Kubrick a fait pleurer littéralement l'actrice à force de refaire les trucs, à force de l'insulter, etc. Souvent, les réalisateurs sont des ordures et c'est un fait, quoi. Voilà, c'est un fait, mais au final, le film est bien. Là, c'est déjà, c'est criminel, et deux, c'est au service d'une baudruche prétentieuse qui n'a aucun intérêt et qui dure des plombes. Le film, t'as l'impression qu'il dure 9 ans quand tu le regardes. Enfin, c'est horrible. Et qui dure, c'est vrai qu'il dure, et il a eu son succès uniquement grâce à... Mais oui, à cause de ce moment-là, quoi. De cette horreur qui a traumatisé son actrice. Donc, voilà, c'est genre le film de merde par excellence, quoi. Écoute, je pense qu'il va aller très très bas. Oui, je pense aussi. Et moi, je lui ferais même l'honneur de le mettre sous Abel Ferrara, tu vois. Ok, écoute, non, pour tout ce qu'on a dit, je le mets au-dessous de Lady Oscar. Sous de Lady Oscar, voilà. Ouais, parce que Lady Oscar, au moins, tu te marres à 2-3 moments, quoi. Lady Oscar, j'ai pas l'impression qu'il y ait viol d'actrice. Voilà. Écoute, Lady Oscar, c'est un film de merde, mais t'as pas en plus,
c'est d'une prétention. Enfin, comme on l'a dit, la relation Bertolucci avec Marlon Brando, t'as ce côté, c'est ce projet. Enfin, ça peut marcher, mais c'est juste là, ça ne marche pas et c'est grotesque. C'est grotesque. Putain, comment Brando il a pu faire ce genre de film, quoi, putain. Donc, le dernier Tango à Paris est officiellement le nouveau dernier de la liste de Super Ciné Battle. La rédaction s'engage, comme on dit. Oh oui, non, mais je crois que les gens ont bien compris qu'on aimait pas trop ce film. Ah non, qu'il aille se faire foutre ce film. Non, je déteste. Tu vois, quand tu vois, il y a des gens qui ont protesté contre. C'est vrai qu'il y a eu des mouvements féministes à la fois à Emmanuel, parce que à la fois ils disaient c'est le moment de libération sexuelle, mais en même temps c'est l'objectisation de la femme dans le regard des hommes. Là, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Le dernier Tango à Paris, c'est de la merde. C'est du cinéma de merde. J'arrive pas à trouver d'excuses au procédé filmique de production. Enfin, genre. Il y a rien qui ni au procédé, ni à la qualité. Et la hype, putain, c'est quand même un truc de grand studio, quoi. Ouais, non mais je sais pas. Écoute, on s'est bien défoulé dessus. Ça fait du bien, quand même. Ah putain, qu'il est... Et donc, tu sais que j'ai customisé donc plein de listes. Et donc, on va passer à Salo et les 120 jours de... Ah putain. De Paolo Pasolini. Tu sais bien que je parle des 120 jours de Sodome. De Sodome, eh oui. Voilà. Je t'ai dit qu'on allait mettre le paquet aujourd'hui. Oh putain, ouais, non mais c'est la totale, effectivement. Je pensais pas qu'on allait tous les faire en même temps, tu vois. Ah non, moi je me suis dit on va faire une grosse couche là d'un coup. Oh putain. T'inquiète pas, on va retomber sur nos pieds après. Voilà, donc le Salo et les 120 jours 120 journées de Sodome. Donc Pier Paolo Pasolini, grand réalisateur subversif de ces années-là. Grand réalisateur qui est mort assassiné. Ouais, qui est mort assassiné. C'est son dernier film. Et le dernier outrage qu'on lui a fait, c'est que sa biographie a été filmée par Abel Ferrara. Tu vois, vraiment, le mec, il a pas eu de bol jusqu'au bout. Oh putain. Bon, elle est un peu gratuite, c'est pas son pire film, donc mais bon, bref. Mais j'avais envie, voilà. J'ai envie d'être méchant, tu vois. Ah, des shows là. Et c'est une libre adaptation des œuvres du Marquis de Sade, influencée par des nazis. Voilà, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, ça se situe dans une ville où des gens, enfin sous l'occupation allemande, où des gens, même plus que ça, des gens, des notables, voilà, des notables de la ville de Salo, décident de capturer des jeunes filles et des jeunes garçons pour leur faire subir tous les outrages, littéralement, tous les outrages possibles au cours de ces 120 jours. Voilà, ça passe partout. Il y a du sexe, il y a de la scotophilie, il y a du viol, il y a de la torture, il y a de la mutilation. C'est une du bouquin du Marquis de Sade, mais en Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc. Et comme vous voyez, il y a une justice quand même. C'est pas parce qu'on met des nazis quelque part que c'est forcément bien. c'est ça. Au bout d'un moment, il faut savoir raison garder. Mais c'est un film qui est très 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 étrange parce que justement la façon dont c'est filmé, c'est là pour le coup, c'est très très cru et c'est très très éprouvant. Je pense que le cinéma de Verhoeven n'aurait jamais été le même sans l'existence de ce film-là. Et c'est un film très bizarre, c'est-à-dire que moi je reconnais un vrai talent à Pasolini, mais c'est pas un film que je m'amuserais à regarder tout le temps, quoi. Ah non, clairement pas. C'est un film. C'est dur, voire lourdingue par moment. C'est ça en fait. Enfin le truc. Moi, il y a des films très éprouvants que j'adore revoir et j'adore revoir en boucle parce que j'aime bien me faire du mal. Là, il y a un truc qui fait que au bout d'un moment, tu décroches. Enfin, il y a un truc qui fait que pour moi, le propos arrive pas à tenir sur la longueur. Et alors oui, les images sont incroyablement choquantes, etc. Mais voilà, je sais pas, il y a un truc, je trouve qu'il s'en fait trop pour demander, comme dénonciation du fascisme. Au bout d'un moment,
je trouve pas ça ce qui est le plus efficace, quoi. Putain, ouais, franchement, si vous avez l'âme sensible, c'est un peu du rail. Oui, non, alors oui, pour le coup, celui-là, oui, c'est pas le dernier tango à Paris, c'est que oui, il va vraiment à fond. Il y a des viols, il y a du caca, il y a tout Ouais. il y a torture. Ouais, il y a des bains de caca, littéralement. Ouais. Il y a des marquages au fer. Enfin, Ouais. vraiment, c'est. Et oui, alors je comprends le projet de mise en scène, et même je le trouve cohérent, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a une vraie cohérence dans le film, mais au bout d'un moment, je suis pas sûr que c'était la peine d'en faire autant. Enfin, je sais pas. Au bout d'un moment, je trouve que du coup, ça dilue où est-ce qu'il veut en venir, et puis ça marche pas aussi bien que ça devrait. Voilà. Écoute, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un film très très surévalué. Ouais, alors, j'arrive même pas à prononcer sur le fait qu'il est surévalué au PSG. Oui, si, sans doute. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui accrochent vraiment, etc. Parce qu'il y a un côté, voilà, comme dit, très extrême dans le projet de mise en scène, et c'est très très cohérent. Mais voilà, c'est du Haneke avant l'heure pour moi, tu vois. Oui, il y a un peu de ça, ouais. Et encore, le problème, c'est que Haneke, pour moi, il a un certain souci de ses personnages. Là, c'est pas le cas, et c'est ça aussi qui fait que tu finis par te dissocier de l'histoire, quoi. Écoute, où est-ce qu'on met cette adaptation un peu libre de l'œuvre de Dante aussi? Oui, parce que t'as une histoire de cercle, c'est vrai, t'as les différents cercles de l'enfer. C'est par tableau, il y a Ouais, 5, voilà. 4 ou 5 tableaux, je sais plus au total. Il y en a 5, je crois, 5, Je sais plus, 4 4 ou 5. 4, 5. Il y a le tableau du caca, il y a le tableau de la... Mais tu sais, au bout d'un moment, j'ai perdu le fil. Hein, ouais, moi aussi, j'ai un peu... Genre, je voulais que ça s'arrête, quoi. Je comprends. Donc, où est-ce qu'on va... Ah bah, non, on va mettre sous Moonraker, Daniel, soyons... Bah, propose, dis un endroit. Écoute, moi, je le mets sous un amour de coccinelle. Non, quand même, parce que pour moi, ça reste quand même... Enfin, pour le coup, ça reste quand même du cinéma... Tu vois, je mettrais sous Darkstar, moi. Putain, Darkstar... Écoute, je le mets sous Emmanuel, parce que je préfère voilà. voir Emmanuel. Écoute, vendu. Ça te va? Ça me va. Écoute, je pense qu'on a fait le tour du cul, là. C'est fini, c'est fini le sexe. Je pense que, quoique, il nous faudrait un peu plus de légèreté. Oui, parce que là, ouais, on a quand même fini sur un truc bien plombant, quand même. Écoute, on va faire un truc qui m'est plus proche et plus sensible. C'est une liste de Maxou Bebop. Merci, Maxou. Maxou Bebop. Et qui m'envoie une liste qui s'appelle « Voir Barbara Bach en bikini à 13-14 ans est une expérience charnière dans une vie d'ado ». Alors, je confirme. Et je sais pas si ça détermine tous les films de sa liste, mais ça détermine au moins le premier, qui est L'espion qui m'aimait, de 1977. Bah oui, voilà. Donc un James Bond, hein. Tu en suspense tout de suite. Et surtout, un James Bond. Surtout, c'est mon Roger Moore préféré. C'est ton Roger Moore préféré? Je sais pas si c'est mon préféré, mais c'est un des Roger Moore que j'aime bien. Barbara Bach d'ailleurs qui joue une espionne soviétique, c'est ça en fait. La très belle Barbara Bach. Oui, elle joue une russe. Ouais. Elle joue une espionne soviétique. Mais comme c'est le grand classique des films de James Bond de l'époque. D'abord c'était des Italiennes et ensuite c'était des Américaines qui jouaient le rôle des Russes. Et c'est celui qui est juste avant Moonraker, si je me souviens bien dans la chronologie. Et c'est la première apparition de requin aussi. C'est la première apparition de Jaws, donc le méchant, qui à l'époque était vraiment méchant, donc plus intéressant. Oui, qui était pas l'espèce de clown un peu nigo que c'est devenu dans Moonraker, quoi. Et alors, je vais expliquer un truc, parce que les gens disent, c'est vrai, c'est comme les Final Fantasy, c'est toujours ton premier qui est le plus cher à ton cœur. C'est le James Bond de l'année de ma naissance. Et c'est sans doute celui que j'ai le plus vu à la télé. C'est celui que j'ai le plus vu avec ma maman. Et du coup, parce que ma maman était très 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 fan de James Bond, et c'est elle qui m'a donné le virus. Et donc celui-là, il y a un truc assez magique qui se passe, quoi. La Lotus amphibie. Oui, ouais. Il y a vraiment le Stromberg qui est. Ils ont inventé le méchant Stromberg parce qu'ils étaient un problème de droit à l'époque. Avec McClory, avec l'affaire McClory, il n'avait plus le droit d'utiliser le mot Spectre, alors du coup ils ont inventé ce personnage qui a exactement la même base. Oui, c'est d'ailleurs, moi je me souviens bien, c'est une espèce de base sous-marine avec les pods là qui remontent à la surface. Oui, je me souviens très bien de ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film aussi réalisé par Lewis Gilbert, qui a réalisé On ne vit que deux fois, de Sean Connery, qui a exactement le même scénario. Mais oui, quoi. c'est le même pitch, quoi. C'est le même pitch, et c'est aussi le même pitch que Opération Thunderbolt, c'est-à-dire
un truc super important se fait capturer par une organisation secrète qui le planque quelque part. Alors, On ne vit que deux fois, ils l'ont planqué à l'intérieur d'un volcan. Là, ils le planquent à l'intérieur d'une base sous-marine. D'une base sous-marine, ouais, tout à fait. Et il faut dire un truc, c'est que la base sous-marine, alors la photo, enfin plutôt le décor. Le décor est toujours assuré par Bah oui. mon idole de toujours, Ken Adam. Et sauf que il a eu un petit problème, il était perdu un peu dans ces décors qui coûtaient une blinde. Je crois que les décors ils coûtaient 4 millions à eux tout seuls, quoi. Et Ouais, et en plus 4 millions de lait pour l'époque. ouais, c'est- le volcan qu'il avait fait pour On ne vit que deux fois. On ne vit que deux fois, et il a coûté $1 million à l'époque, et c'était genre un quart du budget. Mais ça valait le coup. Tu vois le volcan? T'as un putain de base volcan, quoi. Exactement, ça valait le coup. Et bah là, la base sous-marine elle a du mal à faire l'éclairage, et donc du coup, il a appelé, tu sais, il avait un bon carnet d'adresses, puisqu'il a été le directeur photo de Kubrick, il a dit, Stanley, est-ce que tu passerais pas pour m'aider à faire les lumières du film du James Bond sur lequel je travaille? Et là, Stanley Kubrick, il a envoyé chez tout le monde, et là, il a dit, bon, écoute, pour toi, Ken, je vais venir, et il est venu un week-end, genre dimanche, il avait que le set pour eux, t'imagines, il va un Canada, Stanley Kubrick avec la clé, il ouvre, et t'as la base secrète dans les studios, et il lui dit, bon, bah écoute, moi je ferai ça, donc, quelque part, en plus, ce film a une autre portée, quoi, tu vois, c'est ça qui exactement. est génial. Exactement, ouais, ça rajoute à la légende, quoi. C'est un film que j'adore. C'est un film que j'adore, et je sais que chez les fans de James Bond, c'est pas le plus aimé parce que notamment la musique, elle est un peu synthétique, tu vois, tu sais, c'est des petits trucs électro d'époque, tu vois, des années 70. C'est pas ce qu'il y a de mieux, et c'est sans doute une de mes chansons préférées aussi. Donc que je vais sans doute passer en fond. En fond sonore. En fond sonore. Non, vraiment, j'adore ce film, et Barbara Bach est tellement belle. Ah ouais, une Barbara Bach. Moi, j'ai un souvenir de la séquence de fin, justement, quand il remonte dans le pod de sauvetage, son maillot de bain. Oui, c'est. Quelle... Sa robe de soirée, ouais, même, tu vois, sa robe de soirée. Non, c'est extraordinaire. Pour citer un ami, comment s'en remettre, quoi. Ouais, non, et moi, je me suis jamais remis de Barbara Bach. Oui, ouais, et en plus, la méchante était très belle, c'était Caroline Munro. Et elle était aussi, genre, vraiment la méchante pulpeuse. Genre, vraiment, c'est la base. C'est vraiment, c'est le film de Bond où il y a vraiment, qui est structuré comme devrait l'être un film de Bond. Et il y a ma scène d'intro préférée mon cold open préféré de tous les Bonds, c'est-à-dire la course-poursuite en ski qui se termine avec le parachute. Ouais, tout à fait. Le parachute qui est vraiment un doigt d'honneur, littéral. Écoute, j'adore ce film. Voilà. Je crois que les gens ont compris que tu adorais ce film, Daniel. Bah, maintenant, la question est où est-ce qu'on va le mettre à sa juste valeur? Est-ce que les gens sont prêts à le mettre au-dessus de Drunken Master? Moi, je ne suis pas prêt à le mettre au-dessus de Drunken Master, quand même. J'essaie. Alors, écoute, donne-moi une proposition et je te fais une contre-proposition. Top. Bah, tu vois, moi, je le mettrais en dessous de L'homme qui voulut être roi. Tu m'as fait tilter, là. T'as vu? Bah, tu vois, moi, je pense d'instinct, j'adore Mon nom et personne, et tu vois, je vois Mon nom et personne, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais le truc, c'est que il faut qu'on discute, là. Et tu vois, t'as tellement de films t'as L'homme qui voulait être roi, t'as Un éléphant, ça trompe énormément. Moi, t'as Le convoi de la peur que je trouve incroyablement marquant. Écoute. Tu vois, t'as un côté. Écoute, on coupe la poire en deux. Entre le château de Cagliostro et Combat sans honneur. Ok, ça marche. Vendu. Ok. Écoute, je pense que c'était un bon équilibre. Ouais. Je pense aussi. Ouais. C'est ça. C'est la moi, voie de la synthèse. Moi, si on m'écoutait, d'abord, je pourrais parler de ce film pendant des heures, comme d'ailleurs de tous les James Bond. Mais celui-là particulièrement, quoi. Et je sais que chez les gros fans de James Bond de US, par exemple, ou anglais, c'est pas un des plus cotés. Mais je pense que c'est clairement le meilleur Roger Moore. Ça doit être un des meilleurs Roger Moore. Là, j'ai jamais réfléchi dans ces termes-là, mais non, ça fait partie de ceux que je préfère aussi. Surtout, je regarde les dates. Roger Moore a tout juste 50 ans à l'époque, tu vois, il est encore jeune. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Faut pas oublier que Roger Moore, il a touché aux années 80, quoi. Oui, c'est vrai. Où il avait un peu plus de mal à nous convaincre, on va dire. Et oui, il apportait vraiment un truc très très anglais, parce que c'est un des rares James Bond à être vraiment anglais. À être britannique. À être britannique, il y a que lui et Daniel Craig, quoi. Ouais, vraiment c'est vrai. être britannique, quoi.
Écoute, on passe au deuxième la liste de Maxou Bebop, qui est Le Cercle Rouge. Oh putain, mais quel grand film quoi. Ah, Le je pense c- qu'on a une émission chargée. Hein. Ah mais quel grand film quoi. Enfin le Cercle Grand, Rouge. grand film. Enfin, un énorme chef-d'œuvre. Jean-Pierre Melville, donc avec Jeanne-Marie Volonté au casting, Alain Delon, Yves Montand et Bourvil. Voilà, casting 4 étoiles, littéralement. L'histoire, c'est Bourvil qui incarne un flic qui escorte un détenu joué par Jeanne-Marie Volonté qui s'évade. Et lors de son évasion, il tombe sur un autre brigand joué par Alain Delon, et ils décident de monter ensemble à un casse, voilà, avec plus tard l'aide d'Yves Montand. Et c'est un film que je trouve formidable pour deux raisons principales. Enfin, il y en a des tonnes, mais déjà c'est que bah voilà, t'as ces trajectoires. Enfin, tous les types, ils sont plus ou moins brisés à leur niveau. D'un côté, ils sont tous plus ou moins dépressifs au bout du rouleau. Ils font les choses parce qu'ils savent les faire, mais ils sont perdus. Enfin, t'as vraiment ce côté-là. Et surtout, t'as une des scènes de casse les plus géniales de toute l'histoire du cinéma dedans. Qui a été tellement pompé d'ailleurs. Oui, en fait, en gros, ils font un casse, voilà, c'est le principe, ils finissent par faire le casse. C'est la place où il y a tous les bijoutiers à Paris, j'ai oublié, je ne sais plus. Vendôme. Voilà, ils font un casse à la place Vendôme, et c'est un pur moment de cinéma en suspension, parce que le casse en lui-même dure 10 minutes, et t'as pas un son. C'est entièrement muet parce que voilà, les mecs ils veulent être discrets, ils doivent faire doucement avec les alarmes, etc. Et c'est de la tension pure avec pas un son pendant 10 minutes. Je suis en train de me remettre la scène dans la tête là, c'est tellement bien. Et ça fonctionne, je veux dire, t'es littéralement cramponné, et c'est là où Melville manque tellement au cinéma français, et même au cinéma mondial d'une manière générale, c'est que c'est du cinéma, tu racontes, tu fais vivre quelque chose à travers tes images, à travers ton montage, et je veux dire, c'est extraordinaire, t'es tendu en plus, t'as ce côté, t'as pas ce côté, oui, genre, on sait qu'ils vont réussir, ou il y a ce côté, vraiment, t'as une vraie tension, c'est putain, tu vois que c'est chaud, tu vois que c'est millimétré, et tu vois que ils sont à deux doigts d'échouer à chaque fois, est-ce qu'ils vont y arriver, enfin, et c'est extraordinaire, quoi, extraordinaire. Je suis à peu près sûr que que c'est mon Alain Delon préféré. Ah oui, non mais pour moi il y a même pas. C'est le meilleur film de sa carrière. Il a jamais été aussi bon. Ah oui, pour moi il y a même pas photo. C'est le dernier film de Bourvil d'ailleurs aussi. C'est marrant, Bourvil qui finit sur un rôle comme ça de commissaire, mais il est excellent et tout. Et effectivement, pour moi aussi c'est vraiment largement le meilleur de long. Enfin, il y a même pas concurrence quoi. Bon, alors où est-ce qu'on va le mettre, le Cercle Rouge? Ah, moi c'est un film que j'adore, mais vraiment. Oui, non, vraiment très très bien. Ouais, moi je le mets. Moi je le mettrais au-dessus de La Fureur du Dragon. Hop, la rédaction s'engage. Ah si, enfin pour moi c'est genre dans mon top 5 du cinéma français ever quoi. Moi je le mettrais juste au-dessous des 3 jours du Condor. Ah non, pour moi il peut pas aller sous Les Aventures de Rabbi Jacob quoi. c'est ma limite. Vraiment. Bon, écoute, oui. tu sais quoi, je te le donne. Allez. Ah ouais. Hop. Sous La Fureur du Dragon, t'as bien dit. Oui, je te laisse La Fureur du Dragon, t'as vu ça? Ok, d'accord. Bon, déjà. Cercle Rouge. Qui rentre en très très haut. Ouais, qui rentre en force quoi. Ouais. Et écoute, on va passer au dernier film de la liste de Maxou, qui est Barry Lyndon. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Ah non, alors, je ne l'ai pas vu. Je pense qu'on va passer, Daniel. Oh merde, je l'ai pas vu non plus. Oh, je flûte alors. J'avais entendu parler, Barry Lyndon. Bon, Barry Lyndon, Kubrick, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant qui n'a pas été déjà dit? Alors, quelque chose que personne ne sait. Qui est une anecdote personnelle, qui est que si je m'appelle Stéphane aujourd'hui, c'est à cause de ce film-là. Alors tu vas me dire, quel est le fuck, parce qu'il n'y a personne qui s'appelle Stéphane dans ce film. Mais ma mère vouait un culte absolu à ce film, à Barry Lyndon. Vraiment, elle adorait ce film. On écoutait les musiques utilisées, enfin voilà, la fameuse sarabande de Handel et toutes les autres. Et elle adorait tellement ça qu'elle voulait appeler son troisième fils, donc moi, Stanley. Et puis en fait, le problème c'est qu'elle n'aimait pas le prénom Stanley. Et du coup, ils ont cherché une consonance qui se rapprochait de ça, et c'est devenu Stéphane. Voilà.
Voilà, c'est dire à quel point ce film-là a été déterminant dans mon parcours personnel. Ce qui est marrant, c'est qu'on a beaucoup parlé de Ken Adam sur L'espion qui m'aimait, mais c'est un film où Ken Adam est extraordinairement présent. Chaque plan est un tableau, et on va peut-être juste rappeler l'histoire 5 secondes. L'histoire, c'est l'histoire d'un parvenu, hein, d'un séducteur parvenu qui, à un moment donné, va un peu trop loin dans son jeu et se retrouve à tuer un noble lors d'un duel, donc il est obligé de fuir. Et lui, tout ce qui l'intéresse, c'est l'ascension sociale, par tous les moyens. Ça passe par l'armée, ça passe par les nobles, ça passe par épouser une jeune veuve, etc. Et c'est vraiment un type sans scrupules. Vraiment, littéralement, c'est une belle ordure, hein, faut dire ce qui est. Et il va traverser comme ça, il va traverser l'histoire à chaque fois en essayant de trouver le truc qui pourrait être à son bénéfice. Et voilà. Et donc du coup, c'est une trajectoire de salopard. C'est des trucs que moi j'adore au cinéma. Et c'est filmé par Kubrick, et qui mieux que Kubrick pour sonder la noirceur de l'âme des gens? Réponse personne. Et il y arrive parfaitement parce que c'est visuellement fastueux, mais le traitement des personnages est jamais ostentatoire, et ça reste toujours proche de l'humain, de ce qu'il y a de pire, et parfois dans ce qu'il y a de meilleur, mais très rarement. Et voilà, c'est un film qui très 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 puissant, très 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 fort, ne serait-ce que thématiquement. Si je peux mettre un bémol, sur la carrière de Kubrick, c'est histoire d'en trouver un, c'est ça? C'est quoi? Pour moi, c'est le moins bon des Kubrick. Ah non, pour moi, c'est largement pas le moins bon. Moi, je suis. Un Kubrick, je n'aime pas. C'est Lolita, par exemple. Lolita, j'ai un gros problème avec Lolita, tu vois. Ah, mais Lolita, moi, je suis tellement fan du bouquin que et surtout comparé à tout ce qui a été fait sur Lolita après. Non, Lolita est vraiment. Lolita est vraie expérience de cinéma. Remarque, ceci dit, qu'est-ce que je dis? Barry Lyndon. Qu'est-ce que tu racontes? Attends, genre tu me dis, Barry Lyndon n'est pas une expérience de cinéma, Daniel? Attends, qu'est-ce que tu me racontes? Peut-être il lui a manqué peut-être des grands acteurs pour être transporté. Ouais, et encore, honnêtement, pour moi, c'est un faux problème, parce que grand acteur ou pas, au bout d'un moment, tu t'en fous, tu vis avec les personnages, tu vis avec les tableaux qu'on te montre, avec ça, ouais, pour moi, c'est vraiment pas un critère. Je veux dire, moi, je suis un fan de John Carpenter, donc un film qui a pas de grands acteurs, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Oui, ok, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est je sais pas, c'est un film auquel je prends pas beaucoup de plaisir à le revoir, voilà. Ah, moi aussi, Et c'est un film qui est passionnant à analyser, que ce soit pour sa musique, son esthétique, les fameuses scènes à la bougie, c'est visuellement, dans la narration, genre. Ouais, Mais c'est pas un film qui me, tu vois, j'ai un petit souci, j'ai toujours eu un souci avec Barry Lyndon. Parce que tu n'as pas de cœur, Daniel, c'est pour ça. Et sans doute qui m'a été communiqué par mes parents, parce que mes parents m'ont toujours répété que c'était le moins bon, et à chaque fois que je me suis mis, et ben genre je l'ai trouvé, je trouvais indéniablement. Voilà, mais tu as été influencé, Daniel, tu as été influencé. C'est possible, mais alors on est tous influencés, hein, tu sais. Attends que ton fils arrive à la maison en disant « Oh non, piège de cristal, c'était pas bien, comme tu m'as dit, tu vas être déçu et ta vie en sera bouleversée. » Ah, mais je m'en fiche, il faudra qu'il se trouve un autre père à ce moment-là, c'est pas mon problème. J'espère qu'ils écouteront cet épisode, évidemment interdit au moins de 18 ans. Oui, pour le coup, s'il y en a un qui doit être interdit au moins de 18 ans, c'est bien celui-là, ouais. Bon, alors où est-ce qu'on va mettre Barry Lyndon? Pour moi, ça va très haut. Ça va très haut, et encore, de toute façon, il y a de la marge. Tu vois, c'est comme avec les Bruce Lee, je sais que j'ai de la marge, mais il mérite quand même d'aller très haut. Tu sais que tu le vois, le Kubrick, les Kubrick qui arrivent, tu les vois, tu les sens, donc c'est pas la peine d'en faire trop sur Barry Lyndon. C'est mon conseil. C'est pour ça que je te laisserai une petite marge pour tempérer, tu vois. Parce que pour moi, je vais te le dire, ça va. Allez, je te le mettrai au-dessus des 3 jours du Condor. Bah écoute, j'allais te proposer presque ça, j'allais te proposer au-dessous des 3 jours du Condor. Allez, juste au-dessus, histoire de. Juste au-dessous. Allez, juste au-dessus. Allez, Daniel, ça ne fait pas une grosse différence, c'est toi-même qui l'as dit. Je te le donne. Tu te rends compte que t'as classé deux trucs auxquels tu tenais vraiment dans le top 10, là. Oui, je sais. Mais je me venge de mon nom et personne, tu vois.
Ouais, mais mon nom et personne, il est loin maintenant, c'est fini. Là, Oui, ça. mais ils vont redescendre aussi. Je vois tout ce qu'il nous reste à faire dans les années 66, et je sais qu'ils vont redescendre ceux-là aussi. S'il y a une chose à se souvenir de cet épisode, c'est que Le Dernier Tango à Paris devient officiellement le plus mauvais film des années 70. Et c'est mérité. bien fait pour sa gueule. Et c'est bien fait pour sa gueule. Ça te dirait de faire une petite reco? Eh bien, écoute, oui. Balance. Oui, partageons la passion. Parlons avec le cœur, partageons la passion. Eh ben écoute, Marocco, ce sera un jeu vidéo qui est sorti maintenant il y a quelques semaines, peut-être même un mois ou deux, je ne sais plus exactement, enfin bref, pas très important, donc c'est Tyranny, qui est un jeu de rôle développé par Obsidian, Obsidian à qui on doit Pillar of Eternity, Fallout New Vegas, et le très 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 sous-estimé, parce que très 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 buggé, Alpha Protocol. Et donc c'est une boîte, enfin c'est des types en fait qui ont un grand passif dans le jeu de rôle occidental. Et là, Tyranny, c'est un nouveau jeu de rôle. Et je trouve qu'il est vraiment top, plus encore que Pillar of Eternity qui était sorti l'année dernière. Parce que l'idée, c'est que tu démarres, en fait, c'est dans un monde en guerre. Avec un tyran voilà, qui ravage le monde, et tu commences du côté des méchants. Tu es un espèce de médiateur de la tyrannie, voilà, c'est ça, tu es un espèce de médiateur qui vient sur place sur un conflit pour aider à le résoudre, non pas en parlementant, mais finalement en menaçant tout le monde et en faisant en sorte que les gens se bougent parce qu'ils ont peur et non pas parce qu'ils croient en ce qu'ils se battent. Et bah, après, la suite du jeu t'appartient. Et c'est un jeu qui est vraiment top parce que bah, c'est bien écrit. Il y a plein de trucs qui sont à la fois drôles et à la fois super dramatiques, et t'as une vraie liberté d'action, c'est-à-dire que c'est l'un des rares jeux que j'ai recommencé plusieurs fois, c'est-à-dire que je l'ai terminé déjà 2 fois et je pense le refaire une 3e fois, parce que bah voilà, tu commences du côté des méchants et après c'est à toi de voir si tu veux rester du côté des méchants ou au contraire essayer d'aider la résistance, etc. Enfin, et t'as un vrai truc qui marche super bien, c'est ce côté où est-ce que je trace la ligne, parce que le jeu te met face à des situations et des choix qui vont parfois très très loin. Et t'as toujours moyen à un moment donné de tracer la ligne rouge, dire ok, je vais être un bâtard, mais ça c'est pas possible pour moi. Et t'as toujours moyen d'essayer de la franchir, etc. Enfin, et du coup, c'est vraiment, tu modèles l'expérience de jeu à ce que tu veux être, et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de l'année, quoi. Bah écoute, ça m'a donné envie. Mais coup de cœur de l'année, ça veut dire qu'on va peut-être en parler bientôt dans une... Peut-être qu'elle sera diffusée d'ici là. Tu vas participer à notre émission de fin d'année d'After Eight. Et oui, exactement, pour savoir effectivement les meilleures choses et aussi les pires, parce que c'est After Eight, de l'année. Effectivement, on va tous se retrouver dans un After Eight spécial. Ça va être bien, ça va être bien. Écoute, c'est l'heure de ma reco à moi. Écoute, j'ai décidé... Alors, c'est pas vraiment une reco, genre, je fais avec deux... Je vous incite pas vraiment à aller le voir, mais c'est que la reco bizarre. La reco de Rocco. Pouillot m'a incité pour qu'on aille voir Rocco, le documentaire sur Rocco Siffredi. Et je tiens à dire que c'était la première fois de ma vie que je voyais un film avec Rocco Siffredi, figure-toi. Oh, il est beau, l'innocence. L'innocence de Daniel Andreev. Non, mais c'est vrai, c'est la première fois que j'en voyais un. Et c'est vrai que ça m'a donné bien l'impression de voir un mec vraiment paumé, avec sa propre sexualité. Il a l'air d'avoir rien compris aux femmes, rien compris à la sexualité féminine, c'est incroyable. Et le fait que ce mec-là a dominé une industrie, en tout cas européenne, c'est aussi parce que je ne connais pas le porno français peut-être, mais il a dominé l'industrie française pendant des années avec ses films de cul. Je me disais mais qui est ce gogol par moment, parce qu'il est touchant, parce qu'il est pas bête, il est intelligent, mais il est tellement dominé par ses propres passions, et c'est ça l'idée que véhicule ce film. C'est un film qui est en partie réalisé par Thierry de Mézières, qui est habitué de faire, tu sais, les entretiens de 7 à 8, tu sais, les entretiens posés. Et donc du coup, ça donne un truc très sincère. Et il y a des moments de pure bêtise humaine. Si vous vous intéressez un petit peu à l'industrie du porno, c'est intéressant. Et en plus, à la fin, ça se termine chez Kink, où il filme son dernier porno, qui est un studio du studio américain où j'ai fait une visite un jour. J'en ai fait un article d'ailleurs. Et là, en l'occurrence, le mec a l'air tellement clueless sur tout ce qui se passe autour. C'est effarant. Ce mec est effarant, et j'ai découvert ça comme
comme un extraterrestre, quoi, comme un extraterrestre tout d'un coup qui découvre toute l'importance du phallus dans sa vie, quoi. C'est flippant, voilà, c'est c'est un peu flippant, et je me dis que ce mec a dominé quand même une industrie, voilà. Voilà, c'était pour ma demi-roco. Je garde l'essentiel de mes rocos pour l'épisode spécial qu'on va tourner. Il faut garder des munitions. D'ici 2 jours, ouais, voilà. Ça, c'est vraiment, si vous vous intéressez aux documentaires, c'est rare qu'on recommande des documentaires ici. Non, mais ça c'est le truc, c'est intéressant à voir malgré tout. Ouais, c'est un objet filmique, voilà. Alors écoute, c'est la fin, c'est le moment où on remercie les gens de leur fidélité. Et tu sais quoi, je vais pas faire le coup de allez, parlez-en à votre pote et tout ça. Vous êtes nos auditeurs, je suppose que vous le faites, c'est pas grave, parce que sinon au bout d'un moment ça sonne comme le truc Adopi, genre ne piratez pas. On va pas vous matraquer, vous faites ce que vous voulez, on est content que vous soyez là pour nous écouter. Vous pouvez nous retrouver sur supercinébattle.fr. Vous y trouverez aussi la master list, et l'émission elle est aussi disponible sur YouTube. Et Stéphane, dis-nous, où peut-on te retrouver ? Eh bien écoute, sur Twitter, @gkpluginbaby, sur Sens Critique, Plugin Papa, sur Gamecult, j'écrirai probablement 2-3 petites lignes pour faire le bilan de fin d'année, hein, parce que bon, ils sont gentils à Gamecult, mais le jeu vidéo ils y connaissent rien, donc je suis venu un peu remettre de l'ordre là-dedans. Surtout que c'est dingue, parce que je veux dire, si nous on n'était pas là, les jeux comme Doom passeraient pas à Gamecult, genre... Mais oui, non mais heureusement que de temps en temps, là, ils ont besoin d'un compas moral, je pense qu'ils sont perdus, Ouais, je pense que... Et cet épisode nous a remis en haut du compas moral. Exactement. Voilà. Il faut aider ces brebis égarées que sont Gamecult en interne. Voilà, mais c'est des gens qui ont du mal à graver les choses dans le marbre, alors que nous, voilà, nous c'est notre sacerdoce, c'est notre vie, Daniel. Nous sommes là pour graver les choses dans le marbre. On s'engage, on porte ça sur notre dos et on s'en fait un plaisir. Et donc moi, vous pouvez me retrouver sur Camille Robotics sur Twitter. Sans doute chez Gamecult dans les prochains jours, et surtout After Eight, et j'ai fait un peu d'apparition sur Canal+, je sais pas si t'as vu, si. Au gros journal de Mouloud, et je risque d'y retourner encore, et on peut vous le dire... En fait tu squattes partout, quoi, c'est ça, Ouais, tu sais que ça me rapporte que dalle, c'est terrifiant. Et on peut vous le dire, le prochain épisode de Super Ciné Battle sera consacré à Star Wars, puisqu'on va comparer tous les films Star Wars. Nous on les a tous vus. Quicks pas encore, mais on essaie de lui faire. C'est ça. On l'essaye de faire découvrir il a Holiday Spécial. C'est ça, il a loupé 2-3 classiques. Donc nous, on veut pas qu'il parle de Star Wars sans connaître rien. La substance scientifique moelle de Lumpy. Hein, de Lumpy et de la sexualité. Voilà, du porno VR Wookiee quand même. C'est... Voilà. Il peut pas ne pas savoir ça, donc on refait un peu sa culture et d'ici. Et donc normalement vous aurez vu Rogue One, et donc on va classer Rogue One dans notre classement, et je me demande quelle position il va avoir. Oui, c'est vrai. Déjà Rogue One, faut quand même dire, c'est un Star Wars avec Donnie Yen, donc il part avec un bon a priori. Il part avec des Chinois qui font du kung-fu dans l'espace. C'est un peu ce qui manquait. C'est un peu ce qui manquait à Star Wars. Je pense aussi. Donc soyez là pour After Eight. Soyez là pour After Eight, évidemment, et soyez là pour Super Ciné Battle spécial Star Wars. C'est notre édition prochaine. On continue de prendre vos listes sur les années 70, hein, pas de problème. On vous dit à bientôt, et on vous embrasse très fort. À bientôt. Merci à tous, à bientôt. Ciao. Song about life. Song about life.
Il y a un mec qui m'a chauffé, c'est un gros fan de Bond et tout, et on était en train de faire un battle. C'est un mec qui est dans Silence on joue. Ouais. Et alors, c'est un gros fan de Bond, et on s'est dit putain, faut faire un jour un truc sur Bond. Ah bah oui, bah bien sûr. Je pense que ça vaut le coup de revenir film après film en fait. Oui, c'est clair. Il y a tellement. En plus, c'est marrant, ça traverse tellement d'époques, ça a tellement d'influence, tellement de trucs, t'as tellement de trucs à dire, quoi.